Le siège de Leningrad, l'un des chapitres les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale, a duré 872 jours, du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944. Le siège fut le résultat de l'opération Barbarossa, l'immense invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie qui a commencé le 22 juin 1941. L'opération Barbarossa fut la plus grande opération militaire de l'histoire en termes de main-d'œuvre et de pertes humaines. Les forces d'Hitler, rompant un pacte de non-agression avec Staline, ont lancé une attaque surprise qui a amené 3 800 000 soldats de l'Axe sur un front de 3000 km. L'invasion fut soutenue par un grand nombre de véhicules et de chevaux, avec pour objectif de détruire les forces soviétiques et de capturer des territoires clés, y compris la ville vitale de Leningrad. À mesure que l'armée allemande avançait, elle était suivie par les Einsatzgruppen, des escouades spéciales chargées de tuer des civils, en particulier des juifs, des communistes et ceux soupçonnés d'être des partisans. Ces unités ont commis des atrocités horribles, forçant souvent leurs victimes à creuser leur propre tombe avant de les exécuter. La brutalité de leurs actions était stupéfiante. Des villages entiers furent anéantis et des millions de prisonniers de guerre soviétiques ainsi que des civils périrent à cause des exécutions, du travail forcé, de la famine et des mauvais traitements systématiques. Le siège de Leningrad fut l'une des parties les plus intenses et déchirantes du front de l'Est. La ville était complètement isolée du monde extérieur, coupée des approvisionnements essentiels tels que la nourriture et le carburant. Les Allemands, avec leurs alliés finlandais, encerclèrent la ville et leur plan était de la faire capituler par la famine. Ils bloquèrent toutes les routes et les chemins de fer menant à Leningrad, empêchant toute livraison de vivres aux civils piégés. Pour les 2 500 000 personnes présentes dans la ville au début du siège, la survie devint un combat presque impossible. La nourriture s'épuisa rapidement et un rationnement fut instauré, la ration quotidienne de pain tombant à seulement 125 grammes, soit environ 2 tranches de pain. Le pain lui-même était souvent fabriqué à partir d'un mélange de sciure et d'autres substances immangeables. Les habitants recoururent à des mesures désespérées pour rester en vie. La famine devint très courante. Les gens étaient obligés de manger tout ce qu'ils pouvaient trouver, des ceintures en cuir, de la colle à tapisserie, voire même leurs animaux domestiques. Plus de 2000 arrestations pour cannibalisme eurent lieu pendant le siège, car certains, rendus fous par la faim, se mirent à manger de la chair humaine. Le nombre de morts dus à la famine seule fut immense, avec jusqu'à 1 million de personnes mourant de faim, de froid et à cause des bombardements allemands constants. En plus de cela, les hivers rigoureux rendirent la survie encore plus difficile. Sans carburant, les habitants de la ville ne pouvaient pas chauffer leurs maisons et les températures glaciales firent encore plus de victimes. L'eau devint rare lorsque les canalisations gelèrent, obligeant les gens à marcher jusqu'à la rivière Neva gelée pour se procurer de l'eau. L'artillerie allemande bombardait régulièrement la ville, ajoutant à la misère alors que les bâtiments s'effondraient et que des vies étaient perdues dans les attaques. Malgré les conditions extrêmes, les habitants de Leningrad firent preuve d'une résilience remarquable. Certains continuèrent même à travailler dans les usines, produisant des armes pour l'effort de guerre soviétique, bien qu'ils fussent affamés et gelés. L'art et la culture jouèrent également un rôle dans le maintien de l'espoir. Un exemple célèbre est la représentation de la 7e symphonie de Dmitri Chostakovitch, jouée par un groupe de musiciens eux-mêmes affamés. Le concert fut diffusé dans toute la ville, devenant un puissant symbole de défi et de survie. Pendant toute la durée du siège, le gouvernement soviétique fit des tentatives pour approvisionner la ville. Le plus célèbre de ces efforts fut la route de la vie, une route d'approvisionnement traversant le lac Ladoga gelé. Pendant les mois d'hiver, des camions parcouraient la glace dangereuse, apportant de petites quantités de nourriture et de carburant dans la ville. Cependant, le voyage était dangereux, les avions allemands bombardant souvent les convois, et la glace pouvait se briser à tout moment, envoyant les camions et leurs cargaisons dans les eaux glacées. Enfin, après près de 2 ans et demi de souffrance, les forces soviétiques parvinrent à briser le blocus en janvier 1944. Le siège fut levé, mais les dégâts étaient immenses. On estime qu'1 500 000 personnes périrent, dont beaucoup de civils. La ville était en ruine, et les survivants durent reconstruire leur vie brisée. Chapitre 2. La chute d'un tyran.
le major général Heinrich Remlinger et les atrocités de Pskov. Le major général Heinrich Remlinger fut l'un des officiers allemands de plus haut rang jugés pour crimes de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Son procès attira une attention considérable, à la fois en raison de son grade et de la gravité et la brutalité des crimes dont il était accusé. Remlinger commanda plusieurs opérations dans la région de Pskov, où ses troupes menèrent une campagne systématique de terreur contre les civils. Les accusations portées contre lui étaient graves. Orchestrer l'incendie de villages entiers et le massacre d'environ 8000 civils, dont la majorité étaient des femmes et des enfants. Les preuves présentées lors de son procès comprenaient à la fois des documents récupérés et des témoignages puissants de survivants des atrocités. Le procès eut lieu dans une salle d'audience remplie de militaires, de journalistes et de membres du public en quête de justice. L'atmosphère était tendue, alors que les gens attendaient d'entendre toute l'étendue des crimes de Remlinger. Dès le début des audiences, l'accusation exposa en détail les actions de Remlinger. Les témoins racontèrent des scènes horribles, des familles arrachées à leurs maisons et exécutées, des villages incendiés avec des gens encore à l'intérieur et des champs jonchés de corps. Un témoignage particulièrement terrifiant fut celui d'un survivant qui décrivit comment les troupes de Remlinger forcèrent des civils à entrer dans une grange, verrouillèrent les portes et y mirent le feu. L'air dans la salle d'audience était lourd, tandis que le survivant se remémorait les cris et l'odeur de chair brûlée, laissant beaucoup de personnes en larmes. La défense tenta de soutenir que Remlinger ne faisait que suivre les ordres, un argument courant parmi les officiers militaires jugés pour crimes de guerre. Cependant, les preuves de son implication directe et le plaisir évident qu'il semblait prendre à exercer son pouvoir affaiblirent cette défense. Des documents signés par Remlinger ordonnant des exécutions de masse et la destruction de biens furent présentés, ainsi que des ordres qu'il donna pour que des mesures sévères soient prises contre la population civile. Au fur et à mesure que le procès avançait, il devint clair que Remlinger avait joué un rôle majeur dans certains des actes les plus horrifiants de la guerre. Le verdict fut rendu lorsque Remlinger eut l'occasion de s'exprimer. Sa déclaration fut brève, sans aucun signe de remords. Il déclara qu'il avait servi son pays comme tout soldat le ferait et affirma que les vrais crimes étaient ceux commis contre le peuple allemand. Son manque d'empathie et son refus de reconnaître la souffrance qu'il avait causée ne firent que renforcer le dossier contre lui. Après des jours de témoignages et de délibérations, les juges rendirent leur verdict. Remlinger fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la peine de mort par pendaison. Son exécution fut programmée peu de temps après le procès et elle eut lieu dans la même place à Leningrad où certains de ses crimes avaient été parmi les plus brutaux. Dans sa déclaration finale, Karl montra brièvement ce qui semblait être un regret, affirmant que la guerre l'avait changé et qu'il était une personne différente avant le conflit. Pourtant, cela n'eut que peu d'effet sur l'opinion des juges ou du public. Les juges déclarèrent le capitaine Struffing Karl coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence fut la peine de mort par pendaison. Son exécution fut rapidement effectuée, marquant la fin d'un sombre chapitre pour les victimes et les survivants de sa campagne impitoyable. Chapitre 3. Les flammes de la destruction. Oberfeldwebel, Engelfritz et l'incendie de 7 villages. L'Oberfeldwebel Engelfritz a été jugé pour ses crimes de guerre graves commis pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour son rôle dans la destruction de 7 villages et le massacre de nombreux civils. Le procès a commencé par la présentation de preuves accablantes par l'accusation contre Fritz, y compris des ordres écrits qu'il avait donnés à son unité, qui dirigeaient explicitement la destruction et détaillaient les méthodes à utiliser contre des cibles civiles. La Cour a entendu comment Fritz avait personnellement supervisé les opérations, s'assurant que ces ordres étaient exécutés avec une précision mortelle. Des témoins, y compris des survivants des villages détruits, ont livré des témoignages tragiques. Une femme âgée a décrit comment l'unité de Fritz était arrivée à l'aube, rassemblant de force les villageois puis incendiant tout le village. Elle a parlé de l'impuissance et de l'horreur qu'ils ont ressentie en voyant tout ce qu'ils possédaient se transformer en cendres. Un autre témoignage est venu d'un homme qui était enfant à l'époque. Il a raconté s'être caché dans une forêt voisine, observant Fritz rire alors que le village brûlait.
Les preuves photographiques montraient les conséquences des villages incendiés, révélant l'étendue de la destruction et les tragédies personnelles de ceux qui avaient perdu la vie. La défense a tenté de minimiser le rôle de Fritz en affirmant qu'il ne faisait que suivre les ordres militaires. Fritz lui-même a soutenu qu'il était un soldat exécutant des ordres et a affirmé que ses actions étaient conformes aux objectifs militaires. Cependant, cette défense a été efficacement rejetée par l'accusation lors du contre-interrogatoire. Ils ont insisté sur son rôle proactif et son enthousiasme documenté pour les tâches, ce qui allait au-delà de la simple obéissance et montrait une intention claire de causer des souffrances. Les procureurs ont utilisé les propres ordres de Fritz et le témoignage de témoins oculaires qui ont décrit son comportement et ses actions pendant les attaques pour contester ses affirmations de contrainte. Ils ont soutenu que sa conduite montrait à la fois de la complaisance et un enthousiasme accompagné de satisfaction dans la cruauté infligée aux civils. Après de longues délibérations, les juges ont rendu leur verdict. Fritz a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de crimes de guerre, y compris le meurtre délibéré de civils et la destruction de biens. La sentence était la mort par pendaison. Chapitre 4. Le devoir du bourreau. Ernst Bohm et la destruction des villages soviétiques. L'Oberfeldwebel Ernst Bohm est né en Allemagne en 1912 et a rejoint l'armée allemande très jeune, acceptant pleinement l'idéologie du régime nazi. Au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata, Bohm était monté en grade, devenant une figure importante de la machine de guerre nazie. Il était profondément loyal à la vision de conquête d'Adolf Hitler et joua un rôle significatif dans les opérations militaires sur le front de l'Est, en particulier dans la destruction des villages soviétiques et le massacre des civils. Le procès de Bohm portait sur les atrocités qu'il avait commises lors des opérations nazies en Union soviétique. Il était accusé d'avoir supervisé la destruction de plusieurs villages, dont Krivets et Olkovka, où son unité a massacré environ 60 civils. Ces crimes faisaient partie de la stratégie nazie visant à éliminer la résistance et à terroriser les populations locales. Les preuves présentées lors du procès incluaient des documents signés par Bohm, montrant qu'il avait personnellement ordonné l'incendie de villages et l'exécution de civils. Cependant, son rôle ne se limitait pas à donner des ordres. Des témoins ont déclaré que Bohm avait également participé activement au meurtre, y compris à l'exécution de 6 civils. Un document montrait que Bohm avait ordonné à ses hommes de ne laisser aucun survivant, indiquant clairement que le but était d'anéantir entièrement des villages. Les contributions de Bohm au régime nazi allaient au-delà de ses actions spécifiques. En tant qu'officier, il était responsable d'imposer l'idéologie nazie sur le champ de bataille, veillant à ce que ses hommes suivent les politiques brutales définies par le haut commandement nazi. Sa volonté d'exécuter ses ordres sans hésitation en fit un atout précieux pour le régime. Ses actions ont contribué à la terreur que l'armée nazie répandit à travers l'Europe de l'Est, où des millions de civils furent tués ou déplacés dans le cadre de la campagne de domination d'Hitler. Au procès, Bohm a soutenu qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'exécuter les actions brutales dont il était accusé. Cependant, l'accusation réfuta cet argument en présentant des preuves accablantes de son implication directe dans les atrocités. Un ancien soldat de l'unité de Bohm témoigna également, décrivant comment Bohm avait calmement donné les ordres d'exécuter les civils et de brûler leurs maisons. Ce témoignage, ainsi que les preuves présentées, ne laissa aucun doute quant au rôle actif et volontaire de Bohm dans les massacres. Bohm fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison. Chapitre 5. Les tranchées de la mort. Eduard Sonnenfeld et les massacres de Zápolí et Seglici. Le lieutenant Eduard Sonnenfeld est né en Allemagne en 1910 et devint rapidement un fervent partisan du régime nazi, profondément influencé par son idéologie agressive. Il rejoignit l'armée allemande et gravit les échelons, devenant finalement un commandant important au moment où la Seconde Guerre mondiale commença. Sonnenfeld fut particulièrement actif sur le front de l'Est, où il joua un rôle majeur dans la conduite d'opérations brutales contre les civils soviétiques. Ses contributions à l'effort de guerre nazi consistèrent principalement à appliquer les politiques de terreur nazie, notamment les massacres de masse et la destruction de villages. Le procès de Sonnenfeld portait sur son implication directe dans une série de massacres et d'incendies de villages durant les dernières années de la guerre. L'un des incidents les plus horribles eut lieu à Zápolí, où Sonnenfeld mena ses hommes à tuer 40 civils.
Une autre atrocité se produisit dans le village de Seglitzy, où l'unité de Sonnenfeld força les villageois à creuser des tranchées. Une fois les tranchées creusées, elles furent utilisées comme fosses communes. Sonnenfeld ordonna personnellement aux villageois de descendre dans les tranchées, puis fit lancer des grenades sur eux, tuant tout le monde à l'intérieur. Des témoins au procès ont affirmé que Sonnenfeld était présent pendant ces événements, et dans de nombreux cas, il participa personnellement au meurtre. Le procès de Sonnenfeld présenta des preuves détaillées de son rôle dans ces atrocités. Des documents et des ordres portant sa signature furent présentés au tribunal, prouvant qu'il avait dirigé son unité pour mener à bien ces actes brutaux. Des survivants des villages ont témoigné contre Sonnenfeld, racontant les horreurs dont ils furent témoins sous son commandement. Un survivant décrivit le massacre de Seglitzy, détaillant comment les villageois, y compris les femmes et les enfants, furent enfermés dans les tranchées et massacrés. Le tribunal reconnut le lieutenant Edward Sonnenfeld coupable de crimes de guerre, y compris le meurtre de masse de civils et la destruction de villages. Ses contributions au régime nazi étaient indéniables. Il avait été un participant actif dans l'exécution des politiques les plus brutales sur le front de l'Est. Sa condamnation et sa peine de mort par pendaison furent perçues comme une petite mesure de justice pour les innombrables vies qu'il a détruites. Chapitre 6. Les flammes de Mali-Louzi, Janik Djergar et le massacre des innocents. Janik Djergar, né en 1915 en Allemagne, était un soldat qui joua un rôle important dans la terreur imposée par le régime nazi sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'il n'ait pas occupé un rang élevé, ses actions ont laissé une empreinte durable sur les civils de l'Union soviétique. Il fut impliqué dans de multiples atrocités, notamment des massacres de masse et l'incendie de villages. Djergar était connu pour sa loyauté envers le régime nazi et sa volonté d'exécuter même les ordres les plus brutaux. Le procès de Djergar se concentra sur l'un des incidents les plus horribles auxquels il participa, le massacre du village de Mali-Louzi. Sur ordre de ses supérieurs, Djergar mena un groupe de soldats au village où ils rassemblèrent 88 civils, pour la plupart des femmes et des enfants. Les civils furent contraints de se rendre dans une grange qui fut ensuite incendiée. Le tribunal entendit le témoignage de survivants qui décrivirent les hurlements provenant de l'intérieur de la grange alors que les victimes étaient brûlées vives. Djergar fut directement lié à la planification et à l'exécution de ce massacre. L'accusation présenta des documents et des témoignages de témoins prouvant l'implication de Djergar dans cette atrocité. Des témoins déclarèrent que Djergar n'hésita pas à exécuter ses ordres et semblait fier de la destruction qu'il causait. Un survivant témoigna que Djergar avait personnellement abattu plusieurs villageois qui tentaient de fuir l'incendie, s'assurant qu'aucun ne survive. Djergar fut également accusé d'avoir participé à d'autres incendies de villages et exécutions de masse. Le tribunal entendit comment il participa au massacre de plus de 300 civils au cours de son séjour sur le front de l'Est. Ces actions contribuèrent de manière significative à la terreur que les forces nazies firent peser sur les civils soviétiques. Le tribunal reconnut Janik Djergar coupable de crimes de guerre, y compris du meurtre de civils et de l'incendie de villages. Son rôle dans les atrocités du régime nazi, bien que celui d'un simple soldat, n'était pas moins significatif que celui des officiers de rang supérieur. Sa condamnation à mort par pendaison fut un châtiment pour la gravité de ses crimes. Chapitre 7. Les flammes de la guerre. Le rôle d'Erwin Ernst dans la destruction des villages soviétiques. Erwin Ernst est né en 1913 en Allemagne. Bien qu'il fût un soldat de rang inférieur, les actions d'Ernst contribuèrent à la terreur généralisée infligée aux civils soviétiques. Son procès se concentra sur son implication directe dans des massacres de masse et la destruction de villages, où des centaines de civils, principalement des femmes et des enfants, furent brutalement assassinés. Les principales accusations portées contre Ernst incluaient l'incendie de plusieurs villages et le meurtre d'environ 100 civils. Dans l'un des incidents les plus horribles, Ernst et son unité piégèrent des civils dans leur maison et mirent le feu aux bâtiments. Les survivants ont témoigné de la façon dont les flammes dévorèrent le village et toute personne tentant de s'échapper était abattue sur place. Plusieurs témoins décrivirent le rôle d'Ernst dans la supervision de l'opération, veillant à ce que personne ne survive. Il fut personnellement responsable de l'exécution de plusieurs civils qui tentaient de fuir les bâtiments en feu. Le tribunal présenta des preuves de la participation directe d'Ernst à ces crimes
y compris des ordres signés et des témoignages détaillés de survivants. La loyauté d'Ernst envers le régime nazi et sa volonté d'exécuter ses politiques brutales furent évidentes tout au long du procès. Ces actions faisaient partie d'une stratégie plus large des nazis visant à nettoyer les territoires soviétiques de leurs civils. Erwin Ernst fut reconnu coupable de crimes de guerre et condamné à mort par pendaison pour ces crimes. Chapitre 8. La justice dans le froid. L'exécution publique de 8 soldats allemands à Leningrad. Enfin, le 5 janvier 1946, Leningrad fut témoin du jour de l'exécution. Sur une place publique près d'un marché local, entourée par les ruines de bâtiments bombardés pendant la guerre, une grande potence avait été érigée. C'était l'endroit choisi pour l'exécution de 8 soldats allemands, responsables d'innombrables atrocités lors de l'invasion de l'Union soviétique, y compris le terrible siège de Leningrad. Ce jour de janvier était terriblement froid et des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la place pour assister à l'événement. Beaucoup étaient des survivants du siège de 872 jours. Pour eux, ces 8 hommes représentaient le pire de l'ennemi, les soldats qui avaient causé tant de douleurs et de pertes. La potence, construite spécifiquement pour cette exécution, se dressait au centre de la place. C'était une structure simple mais imposante, avec 8 nœuds coulants suspendus aux poutres. L'atmosphère dans la foule était tendue. Les gens regardaient en silence alors que les prisonniers étaient conduits à la potence, chacun arborant l'expression d'un homme qui savait que son sort était scellé. Les 8 hommes, autrefois des soldats puissants de l'armée nazie, se tenaient maintenant comme des criminels, dépouillés de leur grade et de leur autorité. Ils avaient été condamnés à mort après avoir été reconnus coupables de certains des pires crimes commis pendant la guerre. Leur procès avait été rapide, les preuves accablantes. Les autorités soviétiques n'avaient laissé aucune place au doute, et maintenant, la dernière partie de leur punition allait être exécutée. Alors qu'ils étaient conduits à la potence, la foule restait silencieuse. Il n'y avait ni cris ni applaudissements, juste un sentiment lourd et silencieux. Beaucoup dans la foule avaient perdu des membres de leur famille, des amis et des voisins pendant la guerre. Et la vue de ces hommes sur le point d'être exécutés était un petit fragment de justice pour la souffrance inimaginable qu'ils avaient endurée. Un par un, les hommes furent placés sous les nœuds coulants. Certains restaient calmes, acceptant leur sort, tandis que d'autres paraissaient nerveux, leurs yeux parcourant la foule comme s'ils cherchaient une issue. Mais il n'y avait aucune échappatoire. Le bourreau accomplissait son devoir méthodiquement, et lorsque les plateformes sous les hommes furent retirées, ils restèrent suspendus dans l'air froid de l'hiver. Le silence qui suivit fut assourdissant. La foule regardait les corps se balancer au bout des cordes, mais il n'y avait aucune célébration. Pour les habitants de Leningrad, ce moment n'était pas une question de vengeance, mais de clôture. Ces hommes avaient fait partie d'une machine qui avait infligé une douleur et une souffrance indescriptibles à leur ville, et ils avaient maintenant affronté la justice. La presse soviétique couvrit largement l'événement, soulignant l'importance de la justice pour les crimes de guerre. Bien que les pendaisons aient été destinées à punir ces hommes, elles envoyaient également un message très important au monde. Les exécutions étaient destinées à montrer que les atrocités commises par le régime nazi ne seraient pas oubliées et que ceux qui en étaient responsables subiraient la punition ultime. Alors que la foule commençait lentement à se disperser, il n'y avait ni sentiment de victoire ni de joie. Les habitants de Leningrad pleuraient encore leur propre perte, se remettaient encore des horreurs du siège. L'exécution de ces 8 hommes ne ramènerait pas les vies perdues, ni ne guérirait les cicatrices profondes laissées par la guerre. Mais elle offrait un petit sentiment de justice, une reconnaissance que la souffrance du peuple n'était pas restée sans réponse. Pour les survivants de Leningrad, l'exécution publique de ces criminels de guerre était une étape vers la libération du passé. Chapitre 9. Les ombres de Kiev. Le chemin vers la justice après l'occupation nazie. Tandis que Leningrad faisait face à la famine et aux attaques incessantes, Kiev fut témoin d'une horreur d'un autre genre. La ville, capturée par les forces nazies en 1941, devint le site de l'un des massacres les plus horribles de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la guerre, tout comme à Leningrad, les autorités soviétiques ont cherché à rendre justice pour les crimes de guerre commis à Kiev. Ces efforts furent marqués par les procès de Kiev, où des officiers nazis et des collaborateurs furent jugés pour leurs actions durant l'occupation.
Au cœur de ces procès se trouvait l'enquête sur l'un des événements les plus sombres de l'histoire de la ville, le massacre de Babin Yar. Kiev, comme de nombreuses autres villes soviétiques, est tombée aux mains des forces allemandes lors de l'opération Barbarossa. Ce qui s'ensuivit fut une occupation brutale, où les politiques nazis furent appliquées avec une rapidité et une cruauté terrifiantes. Chapitre 10. Contexte historique. L'antisémitisme et la capture de Kiev. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme était déjà profondément enraciné à Kiev. Pendant des siècles, les communautés juives avaient fait face à des traitements durs, incluant des attaques violentes, des pillages et même des meurtres. Au XIXe siècle, ces événements étaient courants, et la population juive était souvent accusée d'être responsable de divers problèmes. Lorsque l'Empire russe est tombé et que la guerre civile russe a éclaté entre 1919 et 1923, les choses se sont encore aggravées pour les Juifs en Ukraine. Ils devinrent des boucs émissaires pendant le chaos, et tant l'armée blanche que les groupes nationalistes ukrainiens les ont pris pour cible, ce qui a conduit à davantage de violences et de morts. Les choses ne s'améliorèrent guère avec l'établissement de l'Union soviétique. Sous Joseph Staline, les Juifs étaient souvent dépeints comme des ennemis de l'État. Pendant l'Holodomor, la famine qui frappa l'Ukraine entre 1932 et 1933, les Juifs furent accusés d'être responsables de la famine généralisée, malgré le fait que la famine était une conséquence directe des politiques de Staline. Le gouvernement utilisa la propagande pour accuser les Juifs de faire partie de conspirations et de complots, attisant encore plus de ressentiment à leur égard. Au fil des années, les tensions ne firent qu'empirer. Au moment où la Seconde Guerre mondiale commença, de nombreux Ukrainiens nourrissaient une méfiance profonde et une haine envers leurs voisins juifs. Ils étaient perçus comme étant responsables de nombreux problèmes du pays, y compris des difficultés économiques et de l'instabilité politique qui avaient tourmenté l'Ukraine pendant des décennies. En juin 1941, l'Allemagne nazie lança l'opération Barbarossa, son invasion de l'Union soviétique. Cette invasion fut la plus grande opération militaire de l'histoire, impliquant des millions de soldats de l'Axe avançant sur un vaste front. Les forces de Hitler visaient à écraser l'Union soviétique et à prendre le contrôle de villes clés, y compris Kiev. Kiev était une cible majeure pour les Allemands en raison de son importance stratégique. Le 19 septembre 1941, après de violents combats, l'armée allemande captura la ville. L'armée rouge avait combattu avec acharnement, mais fut finalement forcée de battre en retraite, laissant Kiev à la merci des nazis. Pour les habitants de Kiev, en particulier la population juive, la capture de la ville marqua le début d'une nouvelle réalité terrifiante. Une fois que les Allemands prirent le contrôle, ils ne perdirent pas de temps pour établir leur domination. Kiev devint une partie du Reichskommissariat Ukraine, une région contrôlée par les Allemands. Sous les nazis, la vie devint extrêmement difficile pour la population juive. Les Allemands, avec l'aide de collaborateurs locaux, commencèrent rapidement à cibler les Juifs. Ils furent soumis à des humiliations publiques, forcés de porter des badges d'identification et privés de leurs droits. Les Juifs furent également contraints de travailler durement pour les forces d'occupation, souvent dans des conditions brutales. La situation devint encore plus dangereuse lorsqu'une série d'explosions frappa Kiev à la fin de septembre 1981. Ces explosions, causées par des mines laissées par les forces soviétiques lors de leur retraite, détruisirent le quartier général militaire allemand et tuèrent plusieurs officiers de haut rang. Bien que les soviétiques aient planté les explosifs, les Allemands accusèrent les Juifs de sabotage. Cela leur donna une excuse pour prendre des mesures encore plus extrêmes contre la population juive de Kiev. À ce moment-là, l'antisémitisme en Ukraine avait déjà été attisé par la propagande nazie et des décennies de préjugés existants. De nombreux nationalistes ukrainiens locaux soutenaient l'occupation nazie et participaient au harcèlement et à la persécution des Juifs. Pour eux, la prise de contrôle par les Allemands représentait une opportunité d'agir sur leur haine avec le soutien total des nazis. Cette collaboration entre les Allemands et les groupes locaux ne fit qu'aggraver la situation pour la communauté juive. L'occupation allemande fut sévère pour tous les civils, pas seulement pour la population juive. Des milliers de personnes furent forcées au travail forcé, leurs biens furent confisqués, et quiconque était perçu comme une menace pour le régime nazi était rapidement éliminé. Mais pour les Juifs, le danger était encore plus grand. La capture de Kiev avait bouleversé leur vie, et ils vivaient dans la peur constante de ce qui allait arriver.
Les événements qui suivirent la capture de Kiev furent dévastateurs. À mesure que les nazis renforcèrent leur emprise sur la ville, la population juive se retrouva de plus en plus isolée et persécutée. L'antisémitisme qui existait depuis longtemps en Ukraine avait maintenant été pleinement libéré sous la domination nazie. La vie à Kiev devint un cauchemar pour la communauté juive, alors qu'ils étaient dépouillés de leur dignité et traités comme moins que des êtres humains. L'atmosphère dans la ville s'assombrissait de jour en jour, avec la peur et l'incertitude qui saisissaient tout le monde sous l'occupation allemande. La capture de Kiev par les Allemands marqua le début d'une nouvelle ère de terreur pour ses habitants, en particulier les Juifs. Bien que la vie soit devenue plus difficile pour tout le monde à Kiev, la population juive savait qu'elle était en grand danger, piégée sous un régime déterminé à les détruire. Chapitre 11. Le canyon de la mort, le massacre de Babin Yar et l'exécution des Juifs de Kiev. Le massacre de Babin Yar, l'un des événements les plus horribles de l'Holocauste, s'est déroulé sur 2 jours, les 29 et 30 septembre 1981, quelques jours seulement après que les forces nazies eurent capturé Kiev. Ce massacre a vu plus de 33 000 hommes, femmes et enfants juifs brutalement assassinés à Babin Yar, un canyon à la périphérie de la ville. Le massacre fut planifié et exécuté avec précision par les nazis, aidés par des collaborateurs locaux. L'événement déclencheur de ce massacre fut une série d'explosions qui détruisirent le quartier général allemand dans le centre de Kiev. Ces explosions furent causées par des mines laissées par les forces soviétiques en retraite. Mais les nazis accusèrent la population juive de sabotage. Cela leur donna la justification nécessaire pour aller de l'avant avec leur plan d'extermination des Juifs de Kiev. Babin Yar, un ravin profond à côté d'un hôpital psychiatrique et d'une prison, fut choisi comme lieu du massacre. L'emplacement isolé en faisait un lieu idéal pour les exécutions de masse, car le ravin permettrait une élimination facile des corps. Seulement 24 heures avant que le massacre ne commence, le 27 septembre 1941, les SS prirent des mesures pour s'assurer qu'il ne resterait aucun témoin. Un petit détachement prit d'assaut et évacua l'hôpital psychiatrique voisin, tuant 752 patients atteints de troubles mentaux qui auraient pu être témoins de ce qui allait se passer. Cela montrait clairement jusqu'où les nazis étaient prêts à aller pour garder leur plan secret. Le lendemain, le 28 septembre 1941, des affiches furent placardées dans Kiev, ordonnant à tous les Juifs vivant dans la ville et ses environs de se rassembler à un endroit précis le lendemain matin. Les affiches leur ordonnaient d'apporter leurs documents, leur argent, leurs objets de valeur et des vêtements chauds. Le message avertissait que tout Juif ne se conformant pas serait fusillé et que tout civil surpris à piller les biens juifs abandonnés subirait le même sort. Beaucoup de Juifs, terrifiés mais encore incertains de ce qui allait se passer, pensaient qu'ils allaient être déportés dans une autre ville ou dans un ghetto. Le matin du 29 septembre 1941, des milliers de Juifs se rassemblèrent au centre de Kiev. Beaucoup étaient arrivés tôt, espérant obtenir une meilleure place dans ce qu'ils pensaient être une déportation. Alors qu'ils attendaient, le sentiment de malaise grandissait, mais la réalité de ce qui allait se passer était bien pire que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Sous la garde étroite de la police ukrainienne et des milices nationalistes, les Juifs furent forcés de marcher vers la périphérie de la ville, près du cimetière municipal et de Babin Yar. Certains commencèrent à entendre le bruit lointain des mitrailleuses et à voir un avion allemand tournoyant au-dessus d'eux, ce qui les alarma encore davantage. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Un poste de contrôle avait été installé à la sortie, empêchant quiconque de partir. La marche vers le ravin fut un moment d'horreur. Les gardes insultèrent les Juifs, les frappaient avec des matraques et les obligeaient à continuer à avancer. Une fois arrivés à Babin Yar, la véritable nature de leur destin devint claire. En regardant dans le ravin, ils virent des piles de corps d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient déjà été exécutés. Ce qui les attendait était la mort. Un par un, les Juifs furent ordonnés de laisser leurs effets personnels près d'une clôture, de se déshabiller et de marcher jusqu'au bord du ravin. Les victimes furent abattues par rounds par les membres des Einsatzgruppen, avec l'aide de collaborateurs locaux. Le processus d'exécution était systématique et brutal. Les victimes étaient alignées, abattues, et leurs corps tombaient dans le canyon. Dans de nombreux cas, les victimes avaient été forcées de creuser leur propre tombe.
Pour les soldats, cela faisait partie de leur macabre routine de mort. En seulement 2 jours, plus de 33 000 Juifs furent assassinés lors du massacre de Babin Yar. Les tueries ne s'arrêtèrent pas là. Au cours des 2 années suivantes, Babin Yar devint une fosse commune pour d'autres groupes, y compris les Roms, les prisonniers de guerre soviétiques et les dissidents politiques. On estime qu'à la fin de l'occupation nazie, environ 100 000 personnes avaient été tuées et enterrées à Babin Yar. Dans un détail particulièrement terrifiant, certains des victimes qui n'étaient que blessées furent enterrées vivantes, suffoquant sous le poids de la terre et des corps des autres. Pour économiser des munitions, les nazis allèrent jusqu'à recouvrir de terre les blessés, les laissant mourir d'une mort lente et agonisante. Lorsque l'armée rouge commença à avancer vers Kiev en 1943, les nazis réalisèrent qu'ils devaient dissimuler leurs crimes à Babin Yar. Pour ce faire, ils utilisèrent des prisonniers du camp de concentration de Siret, situé à proximité. Ces prisonniers furent contraints d'exhumer les corps, de les brûler et de disperser les cendres. Ce travail macabre dura des semaines et, une fois terminé, les prisonniers eux-mêmes furent exécutés et jetés dans le ravin. Malgré les efforts des nazis pour cacher leurs atrocités, certains survivants parvinrent à s'échapper et plus tard témoignèrent de ce qu'ils avaient vu. Ces témoignages furent cruciaux pour s'assurer que les crimes commis à Babin Yar ne resteraient pas impunis. Chapitre 12. La justice à Kiev. Les procès des responsables du massacre de Babin Yar. Après la Seconde Guerre mondiale, rendre justice pour les atrocités commises pendant l'Holocauste devint un objectif central pour les puissances alliées. Les procès de Nuremberg sont les plus connus de ces efforts, mais des procès similaires furent menés dans de nombreuses villes, y compris Kiev. Les procès de Kiev visaient à traduire en justice les officiers nazis, les collaborateurs et les exécuteurs locaux responsables de crimes tels que le massacre de Babin Yar, où plus de 33 000 Juifs furent brutalement assassinés en seulement 2 jours en septembre 1941. Les procès faisaient partie d'un effort plus vaste pour tenir responsables ceux qui avaient participé à l'Holocauste et à d'autres crimes de guerre. Beaucoup des figures clés responsables de l'organisation et de l'exécution du massacre de Babin Yar furent finalement arrêtés et jugés, tandis que d'autres furent condamnés par contumace ou parvinrent à échapper à la justice pendant des années. L'une des figures clés jugées pour son rôle dans Babin Yar fut Paul Blobel, le commandant en chef de l'unité SS responsable du massacre. Blobel dirigeait l'Einsatzgruppen C, l'escadron mobile de tuerie qui réalisa les exécutions massives de juifs, de communistes et d'autres groupes considérés comme indésirables par le régime nazi. Après la guerre, Blobel fut capturé et jugé lors des procès subséquents de Nuremberg. Au cours de son procès, il fut accusé de crimes contre l'humanité, y compris le meurtre de masse de milliers de personnes à Babin Yar. Les preuves présentées contre lui étaient accablantes, comprenant des témoignages de survivants et des documents détaillant son implication directe. Blobel fut condamné à mort et pendu le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg, marquant un moment clé dans la quête de justice. Une autre figure importante, Otto Rasch, qui fut également impliqué dans le massacre de Babin Yar en tant que commandant de l'Einsatzgruppen C, fut également inculpé dans les mêmes procès. Cependant, le procès de Rasch fut suspendu pour des raisons de santé et il mourut en prison en 1948 avant de pouvoir être pleinement jugé. La mort de Rasch laissa de nombreuses questions sans réponse, car il était l'un des principaux architectes des exécutions massives menées à travers l'Europe de l'Est. Erich Koch, qui avait été le commissaire du Reich en Ukraine pendant l'occupation nazie, fut également accusé de crimes de guerre. Bien que Koch n'ait pas été directement impliqué dans Babin Yar, il était responsable de la supervision des politiques brutales imposées par le régime nazi en Ukraine. Il fut jugé par un tribunal polonais pour ses crimes en Pologne, où il fut condamné à mort. Cependant, la peine de mort de Koch fut plus tard commuée en réclusion à perpétuité, et il mourut en prison en 1986. Malgré son rôle dans les atrocités commises en Ukraine, y compris celles contre la population juive, Koch ne fut jamais jugé pour ses crimes à Kiev, laissant un vide dans la pleine portée de la justice. Les procès de Kiev ne se limitèrent pas aux hauts fonctionnaires nazis. Plusieurs officiers de rang inférieur, en particulier les membres de la police allemande impliqués dans les atrocités, furent également jugés. En janvier 1946,
15 anciens membres de la police allemande furent jugés à Kiev pour leur participation au massacre de Babin Yar et à d'autres crimes de guerre commis pendant l'occupation nazie. Parmi ces 15 hommes, 12 furent condamnés à mort et pendus publiquement sur la place de la ville de Kiev le 29 janvier 1946. La nature publique des exécutions visait à rappeler aux habitants de Kiev et au monde que justice était rendue pour les horreurs de la guerre.